Fred, je voulais quand même te le demander. C'est quoi ton expérience la plus trash, la plus gore ou celle que tu oublieras jamais pour un état des lieux? Ouais, j'y reviens. Dans un immeuble XL social, on va pour faire l'état des lieux de sortie et on se rend compte en arrivant aux étages qu'il y a une odeur très présente dans les couloirs. C'était l'été, il faisait caniculaire. Bienvenue dans État des lieux, le podcast qui parle immobilier sans langue de bois. Aujourd'hui, je suis ravi parce que j'accueille un ami qui est expert immobilier depuis plus de 25 ans, Frédéric Lemaire. Fred, comment tu vas? Très bien, merci. Et toi, Pierrot? Je suis ravi, j'attendais cet épisode-là. C'est le deuxième parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous posaient des questions par rapport au rôle d'un expert immobilier, ce que ça impliquait, etc. Donc l'idée, c'est de parcourir ça un peu ensemble, que tu nous donnes tous tes trucs et astuces. Allez. Donc si ça te va, question un peu bateau, mais c'est quoi un expert immobilier? Un expert immobilier, c'est quelqu'un qui est totalement indépendant du marché. Et je dirais qu'il n'est pas là pour vendre du rêve, ni vous faire miroiter un prix. On a une approche beaucoup plus objective, tu vois, en retrait. Donc avec moins d'émotions. Ouais. Et on est là pour évaluer l'immeuble ou pour faire un état des lieux. Mais dans le métier de valorisation, c'est principalement ça. C'est ce qui te diffère un petit peu d'un agent immobilier comme moi, entre guillemets, où nous, il y a plus un intérêt derrière parfois. Oui, mais ce que j'aime pas, j'aime pas de faire de grosses différences parce que je pense que l'agent est expert, l'expert est agent, enfin tu vois. Donc pour moi, les deux ont leur particularité, leur expertise. La seule différence, je pense, c'est que évidemment, chez l'agent immobilier, il y a un intérêt de vendre le bien. Et donc, peut-être qu'il y a une façon de vendre et d'arrondir un peu le bien, de vendre un peu du rêve aux vendeurs, mais pas toujours le cas. Non, c'est clair. Et je mets des guillemets, hein, nous aussi, moi j'ai mon agence et on essaie vraiment de mettre l'humain au centre et de se compléter. C'est pour ça que nous, on travaille ensemble sur plein de dossiers. On va parcourir tout ça au long du podcast. Un expert immobilier, ça a plusieurs rôles. Ouais. Tu peux faire évidemment des expertises, tu peux faire des états des lieux, tu peux faire des réceptions provisoires. Tout à fait. Si on se concentre sur le premier volet, quand on parle d'expertise, pourquoi tu conseillerais typiquement à un propriétaire, avant de vendre un bien, de faire une expertise? Parce que beaucoup de gens se disent « Ouais, mais en fait, je vais, entre guillemets, jeter un peu d'argent », c'est ce qu'ils pensent dans la tête des gens, alors que derrière, je vais vendre ma maison. Je pense pas que c'est une dépense inutile. C'est comme rouler dans une Rolls-Royce sans omnium, quoi. Tu vois, tu dois toujours être bien encadré, bien entouré. Donc, le fait d'avoir une valeur, une approche de ton bien par un tiers te permet, je pense, d'aborder ta vente avec ton agent immobilier d'une manière totalement détendue et relaxe. Tu connais ton bien, tu connais ton marché, tu connais les qualités et les défauts de ta maison avant même qu'on te les donne pour la mise en vente. Donc, tu peux, je pense, être beaucoup plus détendu et à l'écoute de l'agent immobilier. Vraiment. Et je pense que c'est une dépense qu'il faut faire. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, les propriétaires, pas tous, mais comparent un peu par rapport au bien du voisin, C'est ou sûr. n'ont pas d'idée réelle par rapport maintenant avec tous les outils, avec l'IA, Ouais, etc. je On vois a bien. vite une idée de son bien. On est les premiers à utiliser ça, à faire des tests. Bon, des fois, c'est très réaliste, des fois, c'est complètement à côté de la plaque. Donc, je pense que quelqu'un comme toi qui a du métier, qui a vu des biens, qui a des points de comparaison et un système un peu rationnel de calcul peut aider vraiment à donner une valeur. C'est toujours la question dans l'immobilier, la valeur réaliste ou la valeur à laquelle l'agent immobilier potentiellement va vendre le bien. Mais nous, on a une espèce de charte de pas vraiment, je te dis, c'est de pas vendre du rêve aux clients. C'est votre bien va valoir entre 500 et 500 000 euros, 550 000 euros. Je pense qu'avec une bonne mise en vente après, un bon marketing, une bonne publicité, il y a toujours moyen d'avoir plus. Mais le principe de l'expert, c'est vraiment d'être sur une base neutre, saine de départ, où on est sûr qu'on obtiendra ce montant-là. Et en fait, ce qui est bien dans ce que tu dis aussi, bon là, je défends ton métier, Il faut. mais parce que souvent, nous, on est en concurrence avec plusieurs agences. Il y a des fois des différences énormes parce que, comme tu dis, de bonne ou de mauvaise foi, il y a des agents qui veulent absolument rentrer un mandat Bien en se disant sûr. ça fait un bien en portefeuille, si j'ai un peu de chance, il va se vendre. Si pas, on diminuera le prix petit à petit. Moi, c'est mon agence, donc on a toujours tendance à essayer de valoriser de la manière la plus juste possible. C'est sûr. Parce que voilà, il y a plein de facteurs. Il y a une valeur de convenance qu'on ne sait pas vraiment évaluer. Et on a souvent des bonnes surprises aussi. Mais ce qui est chouette là-dedans, c'est que je trouve que en faisant une expertise, le propriétaire sait le jour où il va recevoir une offre d'un agent immobilier, Bien se sûr. dire ah ouais, ok, mais là on est au-dessus, là on est complètement en dessous. J'ai un ordre de grandeur. Je Mais pense c'est que ça peut aider. Vous voyez, comme je te dis, il est plus du tout profane, quoi. Il connaît un peu son bien, il connaît ses mètres carrés, il connaît les vrais mètres carrés, Mhm. intramuros qu'on a mesuré, il connaît les points forts, les points faibles. Et je pense que c'est hyper simple pour lui et hyper simple pour l'agent immobilier d'avoir ce dossier en sa possession. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une expertise immobilière? Parce que quand un agent évalue un bien, c'est propre à chaque agence. Des fois, c'est un email, des fois, c'est un rapport d'évaluation, des fois, il y a des mètres carrés qui sont complètement C'est différents. vrai. En tant qu'expert, tu as quand même un peu plus une obligation de On faire les essaie choses. d'avoir un petit protocole, tu vois, donc Ok. une description du bien, même si elle est sommaire. On n'est pas là pour faire un roman sur le bien, donc c'est pas de mise en vente. Avec les qualités de fabrication, les matériaux qu'on retrouve,
les dates de rénovation, des choses comme ça. Et aussi, on essaye de mettre l'accent sur une petite étude de marché, du quartier, de la ville, parfois de la rue, parce que Mhm. tu sais que dans Bruxelles, il y a des rues qui sont du simple au double. Et donc, c'est important d'avoir aussi ça qui permet aux vendeurs de dire, OK, moi, mon bien, c'est une pépite ou pas. Parce que en bas de chez moi, j'ai un dealer. Mais je suis dans une superbe rue, mais j'ai un dealer en dessous de chez moi qui est là tout le temps. Bah là, on a un red flag, quoi. Ouais, Ça clairement. n'ira pas. Non, non, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend pas toujours compte de ça. Et aussi pour un acheteur, potentiellement, si quelqu'un fait une offre, je sais pas, hyper agressive, le propriétaire pourrait dire, écoutez, je suis de bonne volonté, mais là, j'ai un rapport d'expertise, Ouais, vous jouez avec moi, quoi. exact. Tu vois? Exact, ça peut aider, ouais, Ok. ça peut aider. Dans quel cas, quel contexte, quelles circonstances tu réalises le plus d'évaluations? Il n'y a pas de règle? Est-ce que c'est malheureusement des fois quand des gens se séparent parce qu'ils ne sont pas d'accord? Est-ce que c'est des successions? Enfin, Moi, dans la plupart des cas, c'est souvent les successions, malheureusement, et des séparations. ouais. Dans les 2 cas de figure, ça fait mal, quoi. Il y a des tensions, alors c'est souvent l'émotionnel qui prend le dessus dans tout ça. Il faut essayer d'arriver avec un regard neutre, objectif. Mais après, c'est à couteau tiré entre les parties, quoi. Nous, on fournit un dossier avec un prix, on espère que les gens n'iront pas au clash, que le notaire fera bien son travail pour essayer de temporiser, les prises de position, quoi. Ouais, toi comme moi, on est toujours dans des moments de vie importants, hein. Il y a la règle, je sais pas, tu connais la règle des 4D? Ça te dit Non, quelque chose ou dis-moi, pas? explique. Ouais. C'était pas prévu, mais ça se met dans le contexte. On dit souvent que l'immobilier, c'est lié aux 4D, les dettes, les décès, les divorces et les déménagements. Waouh! Comme tu le disais, bah là, divorce, succession, etc., décès. Donc voilà, pour les gens qui nous écoutent, la règle des 4D, c'est là où parfois il y a des opportunités à prendre aussi. Demandez toujours pourquoi un propriétaire vend. S'il vend parce qu'il se sépare, peut-être qu'ils sont pressés ou pas, hein. Oui, c'est vrai. S'il y a un décès, des fois c'est une succession, ils sont 4-5. Donc tu pourrais dire, bon, bah, s'ils négocient de 20 000, ils divisent par 5. Après, c'est pas toujours les plus Mais faciles. comme tu dis, dans tous ces cas de figure-là, il y a l'émotion qui prend le dessus. Et Ouais. je dis toujours à mes clients, c'est que les familles sont souvent, voilà, elles sont unies par le sang, elles sont désunies par l'argent, de toute façon. Ouais. Quand il y a un cas de figure comme ça, tu peux être le meilleur des grands frères ou le meilleur de la meilleure des petites sœurs. S'il y a une histoire de pognon, ça va Ouais, criser, ça quoi. complique toujours, hein. Ça grince. Et il faut essayer de trouver un compromis. Ouais, tout à fait. C'est pas évident. Est-ce que tu conseilles toujours, pas toujours, dans certains cas, de faire une expertise où tu dis, écoute, objectivement, si tu vois que tu as un petit appart de chambre qui est nickel, il faut pas le faire Non. ou voilà. Je pense qu'il y a des biens qui répondent tout seuls à leur propre valeur. Ok, Tu vois, on est d'accord. il n'y a personne qui est là pour dire qu'il vaudra 5 000 de plus ou 5 000 de moins. Il y a des biens qui parlent d'eux-mêmes. Après, il y a Ok. des biens un peu d'exception ou des biens qui sont dans des quartiers en devenir ou des quartiers qui sont en train de monter mais qui sont encore un peu boudés par le grand public et où il faut un petit peu accentuer le plus qui va venir. Ça, c'est intéressant, mais non, il ne faut pas venir, faut pas faire venir un expert tout le temps, quoi. Non, Ça c'est n'a pas clair. beaucoup de sens, c'est beaucoup d'argent aussi, hein, donc C'est ce que je dis moi aussi, hein, parce que bah, on n'est pas, enfin toi comme moi, je pense qu'on a un peu la même optique de ouais. travail. On n'est pas à pousser pour pousser. Moi, il y a des amis parfois qui me disent ouais, mais Pierre, moi je comprends pas. J'ai pas besoin d'une agence. Je pousse jamais. Si tu Bien arrives à le sûr. vendre toi-même, j'essaye de faire comprendre Bien parfois sûr. qu'ils pourraient peut-être en tirer un meilleur prix par notre marketing, par toutes les choses qu'on met en place, par le fait qu'on a de l'expérience, par les choses qu'il faut dire à tel moment ou pas pour rassurer ou ne pas effrayer justement les. Mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, tout le monde pense qu'il peut faire le métier de l'autre. Ouais. Et donc, laisse-les croire, parce que tôt ou tard, ça va retomber. Non, Quand non. j'entends des clients pour qui je fais une évaluation me dire « j'ai pas besoin d'agence, c'est tous des voleurs, je peux le faire moi-même », je dis « ok, go for it, vas-y, fais-le ». C'est un bon résumé ça. Mais je dis, tu verras un petit peu toute la démarche qu'il y a derrière, les règlements urbanistiques, les démarches chez le notaire. Et puis, il y a tout le marketing, tout le branding derrière ton bien. Donc, penser que tu vas le faire toi-même, alors que tu as encore, je ne sais pas moi, ton intérieur qui est sans dessus-dessous, la cuvette des toilettes qui est pas tirée, tu fais des visites comme ça, c'est pas propre, c'est pas clean. Tous des petits détails, même inconscients, mais que l'acheteur va percevoir. Bah, il faut et, une, euh, faut et une va mise en scène, l'empêcher. hein. Non, non, clairement. Faut une petite mise en Et scène. comme quoi, tu dis, sais. chacun son métier. Ouais. Mes associés vont rigoler, mais je prends souvent l'exemple C'est vrai. quand je dois convaincre un peu des clients. Je dis, écoutez, c'est comme si j'allais au resto et je dis, ouais, non, mais ta pizza là, je vais la faire moi en cuisine, tu me la fais moins cher parce que ça, c'est pas terrible ou autre. Après, voilà. Mais après, je chacun- pense que c'est naturel. Tout le monde veut faire soi-même les Oui, choses. oui, c'est humain. Moi aussi, on me dit, je peux faire votre job. Je dis, bah, ok, moi, je tends mon dictaphone, tu vois. Je dis, bah, ok, Et nous, encore pire que toi, parce que c'est des gros montants qui sont en jeu. sûr. Parfois, il y a des commissions de 10, 15, 20 000 euros. Je Bien comprends, sûr. et c'est une décision quand même d'une Ouais, vie où c'est ça n'arrive énorme, pas tous c'est les jours. énorme. Donc, C'est énorme. on fait la part des choses. C'est Euh, plus dans votre cas de figure que les gens pensent peuvent le faire eux-mêmes, quoi. Ouais. Est-ce que toi, dans ton métier, je suppose, en 25 ans, bon, tu as eu un peu de tout, est-ce que Ouais. tu as déjà eu je sais pas, des anecdotes, des choses un peu particulières ou vraiment des dossiers où tu t'es dit, purée, mais qu'est-ce que je fous là, quoi?
Je te mets un peu devant le fait accompli. Ouais. En matière d'évaluation ou peu importe? Ouais, peu importe, que ce soit une réception provisoire, un état des lieux, un endroit où tu te dis, mais où Ah, est-ce que j'ai je suis eu, ouais, je dois avoir eu 2-3 trucs comme ça. Alors, dans les évaluations, Ouais. j'ai eu il y a super longtemps, on me demande du côté d'Ixelles, dans les beaux quartiers, une perpendiculaire à Franklin Roosevelt, on me demande de faire une évaluation dans un cas de figure un peu particulier, c'est que j'avais une tranche horaire pour faire l'expertise. C'était genre à partir de 10h jusqu'à 11h ou 9h, 10h, je sais plus. Et donc, je devais me dépêcher. C'était une grande maison. Et donc, au fil de la visite, je prends mes notes, je mesure des choses. Et plus j'avance dans le bien, plus je me rends compte que le bien est un peu particulier. Il était vide ou il y avait des gens? Non, il était partiellement meublé. Mais le mobilier me laissait penser qu'il y avait une activité particulière dans ce bien. Ok. Au sens que chaque pièce que j'ouvrais, il y avait un jacuzzi, un bain à bulles, un très grand lit. Et donc, voilà, je pas né la dernière pluie, je comprends vite les choses. Puis je dis, mais c'est bizarre. Le propriétaire, qui était le futur acheteur, me fait un clin d'œil et il me dit, mais vous n'avez pas tout vu. Je dis, OK, on va aux caves pour voir un petit peu les trucs. Et là, il y avait dans chaque pièce une dark room, donjon, chose un peu très particulière dans le monde du X. Et donc, ouais, voilà, on était dans une maison un peu Ça, j'ai pas eu. peu chaude, quoi. Jamais eu. Ouais, Jamais eu. et puis, il fallait se dépêcher parce que le personnel allait démarrer son travail. Ok. D'où la contrainte de temps. Ouais, il fallait se dépêcher. Ouais. Ok. Il y a quand même de tout, hein, c'est fou. Ça, c'était ça. Et puis sinon, oui, on a déjà eu des réceptions provisoires où, ça, c'est pas très anecdotique, mais où au lieu de 2 heures, ça prend 3h30, 4 heures parce que l'acheteur est totalement déraisonnable et il ne comprend pas que l'immobilier, le bâtiment, c'est pas une science exacte, il y a des tolérances à avoir et que ça part en vrille totale, quoi. Pour remettre un peu dans le contexte pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, une réception provisoire, c'est quoi? Quand tu achètes un bien sur plan ou une grosse rénovation, c'est parfois bien de se faire encadrer par un expert qui vient t'aider en tant qu'acheteur à vérifier que tous les biens, tous les points soient bien alignés, Ok. qu'il n'y ait pas de désordre, de défaut de finition, de manquement au cahier de charge, des choses comme ça. Et souvent, ça permet à l'acheteur d'être dégagé du côté rationnel des choses. Il est totalement dans les motifs, lui, quand il visite son bien pour la première fois, il va recevoir ses clés. Le fait d'être encadré avec un expert va lui permettre de se retirer un petit peu du côté technique, d'être relax et de me laisser faire le check de fin. Et voir si, OK, un exemple, les radiateurs qui seraient posés de travers, des griffes dans les vitrages, Mhm. des parquets mal posés, des carrelages pas alignés, des choses comme ça. Ouais, surtout que tu as un œil que lui n'a pas. On est là pour ça. Ouais. Je dis toujours, je suis vos yeux, mais vos yeux sont utiles aussi. Le promoteur aime ça, aime que l'expert soit là. Pourquoi? Parce qu'on parle le même discours, le même langage. Et c'est tout à fait normal en fait d'avoir Ah, des mais remarques parce que les gens se bien rendent pas sûr. compte. Mais tu dirais, je sais que ça dépend si tu as un penthouse 4 chambres, un appartement 2 chambres. Combien de remarques classiquement tu as dans une réception provisoire je sais pas moi, entre 20 et 60 pour pas que les gens s'affolent s'ils se disent mais moi j'ai Non, 50 pas entre remarques. 20 et 60. Non. Pour les petits biens, tu peux aller entre 10 et 15 remarques, je dirais. C'est ça, Ouais, voilà. c'est classique quoi. Après, C'est des petites choses parfois. Hein. Oui, parfois c'est des bêtises, mais qu'on relève pour mémoire. Ok. Mais il faut les noter, quoi. Ça bloque pas la réception, ça bloque pas la livraison du bien, mais c'est important de la noter. Puis il y a des choses graves, quoi. Hein, donc, Mais pour moi, ça, c'est même primordial. Parce que si quelqu'un achète, comme tu dis, hein, c'est pour les biens neufs, donc ils viennent d'être construits ou rénovés, etc. Si eux peuvent le faire eux-mêmes. Avec le promoteur, ils peuvent faire le tour, mais garantie sur facture qu'ils vont louper les trucs. Ouais. Je te garantis qu'ils vont louper les trucs. Et ils peuvent revenir par après vers le promoteur. Il y a un délai. Une fois que tu as accepté la réception. Si le promoteur est de bonne foi et qu'il y a un point qui est vraiment visible et qu'on l'aurait un peu loupé Pour son image et pour dans pas... la précipitation, à ce moment-là, tu reviens dessus, tu vois. Mais après, c'est trop tard, quoi. Ça m'est arrivé de louper des choses. Hein. Non, toutes mais on petites est choses, humain, hein. toutes petites choses. Et voilà, le propriétaire a dit bon, c'est pas grave, c'est un détail. Mais non, je pense qu'il faut le faire, les réceptions provisoires. C'est Et trop donc le important. promoteur ou le constructeur va faire en sorte de régler toutes ces remarques pour Il après a un avoir la délai, c'est ça. réception Ouais. définitive. On fait un listing, on fait un PV dans lequel on met les points à lever avec un délai. Et puis, en général, le promoteur garde une clé ou fixe des rendez-vous avec l'acquéreur pour faire revenir les corps de métier. Tu vois. Mais ça, c'est vraiment un point important. Je pense qu'il faut chaque fois en faire une. Et j'y pense maintenant, mais d'autant plus si tu veux louer ton bien, c'est un bien d'invest. Ouais, Et qu'il y a déjà des dommages, ça démarre mal. tu vois. Mais tu as un retard dans ton potentiel de Ouais. location, quoi. Ouais, clairement. Ça, tu peux difficilement le faire valoir, par contre, parce que Ok. tu dois un peu attendre avant de pouvoir le mettre en location. Si tu comptes sur le lendemain, tu te trompes, quoi. Ouais. Je vais un peu dans tous les sens, hein, mais ça m'amène peux. au fil de la discussion. Justement, on parlait de locataires, etc. Il y a un sujet qui est super important. Nous, c'est la majorité des dossiers aussi qu'on a ensemble. C'est ce qu'on appelle les états des lieux. Tu sais aussi expliquer en quelques mots pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, c'est quoi un état des lieux? C'est une description détaillée et précise du bien. Donc, de toute façon, c'est obligatoire par la loi.
Il faut en faire un, que tu le fasses toi-même sur un carton ou par un expert, il faut le faire. Donc, on est bien d'accord, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Peu importe si tu fais appel à un expert, si tu le fais toi-même avec ton locataire, Ton agent immobilier qui va arrondir fin de mois. ses fins de mois et qui va pas forcément bien le faire, hein, on Ouais. est d'accord, j'en ai déjà vu. Je pense qu'il faut en faire un de toute façon. Après, comme c'est obligatoire, fais-le bien. Parce qu'on voit trop souvent des états des lieux nous passer entre les mains. Et on se dit après en tant qu'expert, mais je peux rien faire avec ça pour une sortie locative. Absolument rien. Donc c'est classement vertical poubelle. Donc par défaut, quand c'est obligatoire, fais-le correctement. Paye ton expert, qui est indépendant, neutre, qui décrit tout. Surtout que les frais sont partagés entre le Oui. propriétaire et le locataire. Hein, c'est Ouais. un frais partagé, donc Ouais. c'est un intérêt commun mutuel d'éviter. On est là pour défendre les deux, hein, donc Mhm. c'est sûr que. Alors il y a toujours quelqu'un qui va te dire qu'on est plus l'expert de l'un ou de l'autre. Parce que les relations se créent, parce que tu peux rencontrer le même propriétaire depuis 15 ans, forcément que tu crées une relation commerciale avec lui, pas pour autant que tu es son ami. Oui, puis déontologiquement, tu as une obligation aussi Bah de faire oui, la part des choses, bien d'être sûr, partial. parce que quand ce dossier part devant le juge de paix, tu dois fournir des explications, donc tu dois toujours être sur une ligne, quoi. Ouais. Toujours être sur une ligne, c'est important. Ça, c'est vraiment l'état des lieux. On voit trop souvent des choses mal faites à l'entrée et qui retombent sur le propriétaire à la sortie, quoi. D'expérience aussi en tant qu'agent immobilier, on en a vu beaucoup. Si je peux conseiller les personnes qui nous écoutent, faites quoi qu'il arrive un état des lieux d'entrée. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, Pierre, si j'ai fait un état des lieux d'entrée, que ça s'est bien passé, est-ce que je dois faire un état des lieux de sortie? Est-ce que les deux sont importants? Qu'est-ce que tu conseilles toi à ce niveau-là? Tu vas me dire, ça dépend du contexte, mais un état des lieux, quoi qu'il arrive, c'est une garantie d'avoir un papier bien fait par un expert qui te dit à la sortie, ok, si jamais ça se passe bien et qu'on s'est bien entendu, que mon locataire est resté pendant X années, qu'on a, je sais pas moi, noué une relation d'amitié, on peut peut-être, je dis bien, moi je le ferai pas, mais le faire ensemble. Mais si t'as pas ton état des lieux d'entrée, t'es mort. Mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu roules en voiture neuve qui sort du garage sans omnium, faut être fou. Ouais. Faut pouvoir l'assurer 2 fois ta voiture, Ouais. en fonds propres. Donc tu fais pas l'état des lieux, tu as un beau bien que tu mets en location, pour moi tu fais la pire erreur de ta vie. Mhm. Donc tu fais d'office un état des lieux d'entrée, d'office une belle description, avec un dossier qui est dans le tiroir, hein. Tu le laisses dans tes archives, tu le sors pas. Et en fonction de ta relation pendant ton bail avec ton locataire, en fonction de la période d'occupation, il reste 15 ans, il était nickel, il a jamais fait de vagues. Tu as fait une petite visite de contrôle quelques temps avant, tu vois que c'est parfait, tu dis ouais, je dois quand même tout repeindre ici, tout reponcer, je vais pas faire venir un expert qui va me dire que tout va bien Ouais. et payer 300 balles, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc moi je vends ça à mes clients, je dis vous verrez si vous avez besoin de moi à la sortie, je suis là au cas où, mais au moins vous avez une bonne base. Et 9 fois sur 10, les gens te rappellent parce qu'ils ont besoin que tu valides le départ avec la remise des clés, les compteurs, les éventuelles petites anomalies dans le bien et de tempérer les choses. Mais 9 fois sur 10, ils reviennent. Il y a beaucoup de clients à nous enfin beaucoup, quelques-uns, qui nous ont demandé oui, mais pourquoi je peux pas réutiliser l'état des lieux de sortie Ouais, pour ouais, l'état je des sais. lieux d'entrée? Puis c'est un peu la même chose. Je sais, on me pose la question, ça fait 25 ans qu'on me pose la question toutes C'est les quoi ta semaines. réponse du coup, après 25 ans? Ah, d'abord, je grince avec mes ongles sur la table, ça m'énerve, mais je comprends. L'entrée locative, c'est une description dans le pur détail. Tu décris tout ce que tu vois. La sortie, tu ne fais qu'à relever des éventuelles différences. Donc, tu ne décris plus le bien. Ouais. Pourquoi c'est pas valable de prendre la sortie pour une entrée? Parce que dans ton entrée, il y a 5 ans, il y a des biens qui sont des choses qui sont usées normalement, vétustes normalement, amorties normalement, et qu'on ne tient pas rigueur au locataire. Donc, ces choses-là, si tu prends la sortie, tu dirais, bah, il y a 3 griffes dans le parquet, bah, je reprends ça pour l'entrée. Mais il y a plein de choses qui ont été validées comme usage normal, non comptabilisées, qui devraient se retrouver dans un nouvel état des lieux et que tu ne vas pas voir. Donc, ça n'a pas de sens. Il faut toujours refaire un nouvel état des lieux d'entrée. Ah, c'est Même intéressant. s'il est plus simple et qu'il est juste basé sur des annotations ou un upgrade de ton dossier d'origine, il faut toujours le refaire. Parce qu'il y a des choses qui vont être de nouveau intégrées dans le texte comme étant normales et que tu n'auras pas mises par défaut, quoi. Et n'oubliez pas, c'est un détail pour nous, mais pour des gens qui sont moins familiers avec l'immobilier et qui nous découvrent aujourd'hui, faites ça avant l'entrée du locataire dans l'appartement, parce qu'une fois qu'il est dedans, ça Ouais. c'est déjà fait, mais c'est plus compliqué. Mais légalement, tu as 1 mois, mais bon, c'est Oui. toujours. Parfois, on n'a pas le choix. Les locataires rentrent vite ou les agendas sont très chargés, mais ouais, c'est mieux quand c'est vide, c'est sûr. Et est-ce qu'on peut émettre justement des remarques par rapport à l'état des lieux en disant ouais, mais j'ai vu qu'il y avait ça, ou comme la réception provisoire, est-ce qu'il y a des choses qui s'appliquent en disant mais en fait le locataire a remarqué quelque chose ou autre par rapport à Ouais. cet état des lieux pour le C'est-à-dire que nous, on modifier? donne un délai de lecture aux parties, qu'ils Ok. soient propriétaires ou locataires, parce qu'on n'a pas la science infuse et on n'est pas là pour dire qu'on a raison à tout prix. Je dis toujours aux clients qu'on travaille en parfait triangle, pardon. Donc,
j'ai besoin de leur avis, quoi. S'ils sont pas OK sur le contenu parce Mhm. qu'il manque un truc, c'est OK. Moi, je reçois la remarque. Si elle a du bon sens, elle est consignée dans le dossier, j'ai pas de souci. Et s'ils ne disent rien, l'état des lieux est validé ou ils doivent le valider pour Non, il que est ce validé soit... par Ok. défaut, on va dire ça C'est comme ça, ça, hein. oui, tacitement validé. Après, tu sais, quand tu emménages dans ton bien, c'est normal que tu fasses attention dans quoi tu vas vivre. Donc, moi, je dis aux locataires, essayez les prises, essayez le four, le frigo. Moi, je suis là que de passage, donc faites l'effort de le faire. S'il y a un problème, revenez vers nous et on essaiera de consigner ça dans un rapport, dans un avenant, quoi. C'est important. C'est pour ça, dans le neuf aussi, là je dérive un peu, mais on parle souvent des 4 saisons, parce que des fois tu vas emménager en été, tu vas pas spécialement mettre ton chauffage, Non. alors qu'en hiver tu vas le mettre, tu vas dire en fait ça fonctionne pas, Mais j'ai par jamais contre, tenté. là, pour rebondir, ouais, quand on fait une réception provisoire, l'été, on allume les chauffages. Ouais, On met la ben voilà. chaudière et on met le thermostat à fond, à fond, à fond, et on vérifie que tout chauffe bien. Donc, c'est un peu fou, mais on le fait. Ouais, ouais. Non mais c'est important. On le fait. Tous des petits détails, mais que les gens ne perçoivent pas toujours. Ça ou bon, c'est les détails, hein, on vérifie qu'il y ait pas de fuite sous les éviers, des choses comme ça, mais bon, ça, c'est des bêtises. Est-ce que Fred, t'as déjà sauvé potentiellement des clients de grosses bêtises en disant bah, ils allaient mettre en vente, il y avait un vice caché, il y avait, je sais pas moi, il y avait de l'amiante, il y avait des champignons, il y avait des choses que tu as dit, purée, pour souligner encore l'importance d'un. Bon, je dis pas un agent immobilier pourrait le faire aussi, hein, Ouais, mais je d'un pense aussi. expert, tu vois, en tout cas d'être entouré par un professionnel ou quelqu'un qui a une vision différente d'une personne dont c'est pas le métier, tout simplement. Bah, non, j'ai jamais eu vraiment de gros problèmes comme ça. Je pense que les gens, quand ils vendent, ils ont déjà, fait un travail eux-mêmes. Mais par contre, ça m'est arrivé de visiter des immeubles ou de me dire: «Mais, excusez parlant calmement, vous pouvez pas vendre dans cet état, c'est pas possible». Ok. Ouais. Et «Ah bon? Mais, les gens ne voient plus les choses». Et je dis: «Mais parce que il faut le dire adroitement, il faut vider une partie des lieux, c'est encombrer, voilà, des pièces où on ne peut pas rentrer parce qu'ils ont tout bourré, c'est pas possible». Heu, je dis: «Il faut faire un petit coup de rafraîchissement, c'est pas possible. Ouais. C'est pas propre», des choses comme ça, tu vois? Il faut le dire adroitement, mais pour moi, le bien doit quand même être un petit peu frais et respectueux de ceux qui vont le visiter. Tu peux pas faire visiter un candidat acquéreur quand c'est le souk total, ça va pas du tout. Ce serait quoi justement par rapport à ça tes conseils en tant qu'expert pour maximiser les chances de bien présenter ou de mieux vendre un bien entre guillemets en tant que allez en tant qu'expert qui a vu défiler des biens en disant ouais mais là je vois qu'à chaque fois que c'est propre c'est dégagé mais il y a quand même Bah, il faut rien pour moi, il faut rien masquer. ok Tu dois ça on est laisser bien d'accord Ouais, hein. tu laisses les dégâts apparents, tu les laisses. Ne masque pas les choses pensant que tu vas gagner en temps, tu te feras rattraper. Par contre, fais en sorte que ton bien soit propre, Mhm, rangé, mhm. un maximum dépersonnalisé. On n'a pas besoin de voir tes sous-vêtements traîner sur un lit ou l'assiette du petit déjeuner qui n'est pas débarrassée avec les céréales des enfants, ou tu vois, le linge qui traîne sur une table à langer, des choses comme ça ne va pas, quoi. C'est bien on se rejoint parce que ça empêche les gens de se projeter en fait même inconsciemment quand tu vas chez quelqu'un tu es dans l'intimité. Ouais, faire en sorte que ton jardin soit propre et tondu, des choses, et créer une ambiance, en fait, c'est tout. Créer une ambiance. C'est habiller la mariée comme on dit hein, indépendamment de Un peu, l'annonce ouais, ouais. sans tricher pour autant mais faire en sorte que les gens se sentent bien et qu'ils se projettent Oui, oui, c'est dans le important. bien. Ouais, c'est important, sûr. Ouais, c'est important. OK, top, on a déjà fait un bon petit tour Je de trouve, de hein. la question là par rapport à ça. Qu'est-ce qui pour toi pourrait, faire augmenter ça rejoint un peu la question précédente, mais faire augmenter la valeur d'un bien? Est-ce que indépendamment de dépersonnaliser, ne rien cacher et cetera, il y a des choses que tu conseilles en disant: ben voilà, vous avez une vieille chaudière, une cuisine, refaites-la et cetera? Parce que nous, le point de vue je réponds un peu à la question, mais d'un point de vue d'un agent immobilier, nous, on part toujours du principe, en tout cas en vente, pas en location, mais ne faites rien parce que l'acheteur, s'il y a quelque chose à changer, si vous le faites à sa place, Bien sûr. beh, lui va peut-être se dire: «En fait, la cuisine elle est super, mais c'est pas du tout mes goûts». Évidemment, remettre un coup de blanc, si tous les murs sont en je sais pas moi, en mauve foncé et que ça empêche et que c'est très sombre et que ça empêche de se projeter et qu'en mettant un coup de blanc qui est très neutre, ça permet de vendre un bien qui ne se vendrait pas, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, toi en tant que même en tant que personne, hein, il y a des choses auxquelles tu es sensible où tu dis: «Ouais, là, ça quand même» comme tu dis, hein, des fois à l'extérieur, un jardin bien aménagé, ça dépend peut-être de la période, tu te dis: «Waouh, putain, en fait, je me projette là Mmh. avec mes enfants». Mais de nouveau, ne fais pas des choses trop personnelles qui vont, être détruites par l'acheteur. Donc, oui, j'ai eu le cas de figure il y a pas longtemps: «Ah, je vais refaire ma salle de bain et ma cuisine avant de le vendre». Je dis: «Waouh, waouh!» Je dis: «Le budget que vous allez mettre», mais on est parti sur des dizaines de mille. Donc, vous êtes certain de faire ça? Parce que ça va être les goûts de madame et de monsieur, mais peut-être pas les goûts du suivant. Donc, C'est à double tranchant. 50 000 €, 60 000 € d'investissement, c'est pas sûr. Par contre, là où ils ne voyaient pas les choses, ils disent: «Par contre, sorry, mais il faut tout repeindre ici, c'est pas vendable comme ça». Les murs étaient dans un état pas possible, il y avait pas de plainte, il y avait, pas de chambranle de porte. Je dis: «Ça pr là, il faut mettre de l'argent, quoi. Finissez les choses qui, au premier coup d'œil, vont faire mal aux visiteurs». Pourquoi? Parce que l'acheteur, il va de toute façon refaire la cuisine et la salle de bain. Il aura son budget, je pense, mais si c'est pas peint proprement déjà un peu,
il y a des tags sur les murs, il n'y a pas de chambranle, pas de plainte, les prix ne sont pas mis. C'est pas possible, ça. Et il y a souvent un mauvais calcul. Les gens se disent, si je mets 20 000 euros dans une cuisine, je vais mettre 20 000 euros plus cher ou je vais les récupérer. C'est un peu comme je sais pas moi, une voiture full équipée avec, tu t'es fait plaisir, tu as mis des sièges en cuir, sièges chauffants, tout le reste. À la revente, tu vas pas forcément récupérer, forcément. Quel est l'intérêt de mettre 20 000 si c'est pour récupérer 20 000? Ouais, c'est ça, de un. Oui, peut-être que tu vas vendre plus vite. Mais je pense que c'est une. Oui, Non. oui, c'est ça. L'idée était de dire optimiser tes chances de vendre, Ouais. de mieux vendre ou de vendre plus vite. L'idéal, si tu mets 20 000, c'est d'en retirer 23 ou 24 comme une petite plus-value. Mais je pense que l'avantage, ce serait de dire, OK, là, je suis contraint de faire ça. Et grâce à ça, je vais vendre en 2 mois au lieu de 3 ou 4. Et donc, je vais gagner en remboursement de crédit hypothécaire, je vais gagner en crédit pont, je vais gagner en plein de choses pour la suite. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Mais des gros travaux, je ne ferai pas. Par contre, pour la location, à l'inverse, Bah ouais, c'est pour différent. éviter que ton locataire foute le bordel chez Ouais. toi pour un appartement, imagine, comme tu dis, qui est nickel ou quasi neuf, qui de bonne foi, hein, qui va mettre des tringles ou comme moi, hein, bricoleur comme pas deux, Ouais. qui va faire des trous partout. Là, c'est mieux quand même de fournir un maximum de choses pour éviter que le locataire fasse tout lui-même et qu'il y ait après des soucis, non? Mais Je tu sais pas sais quel est ton bien, point de tu vue. sais que le marché immobilier aujourd'hui à Bruxelles, notamment, c'est que les loyers sont fous. Ouais, Et donc, la folie. je pense que comme ils sont fous et que tous les propriétaires veulent obtenir le meilleur, tu dois respecter ton locataire. Si ton locataire va mettre 1 200 € pour un appartement, une chambre, ta peinture doit être propre, ton four doit être nickel, tes sanitaires doivent être récents. Tu vois, un truc un peu clean. Sinon, tu peux pas t'attendre à ce qu'il respecte ton bâtiment. Et alors, tu le loueras 900 €. Ouais, c'est clair. C'est un peu toujours le marché qui décide un petit peu comment tu dois te comporter aussi. Bah, ça hein. paraît du bon sens, hein, mais Ouais. c'est toujours bien de l'entendre aussi bien pour le locataire Mais- que pour le Mais propriétaire. je vois qu'il y a vraiment, tu vois, dans l'immobilier aujourd'hui, je trouve que depuis longtemps, les propriétaires font fort attention à la façon dont ils donnent un bien à leurs locataires. Mhm. Ils ont une notion de respect qui est différente d'avant. Alors, il y a toujours l'exception. Hein. Je trouve des trucs, mais ça dépend des quartiers. C'est un peu cartographié comme ça. Bon à savoir. Ouais, je te On ne dis. dira pas où. Non. Petite question qui revient souvent aussi, et ça je l'ai très souvent dans mon côté, c'est des amis, connaissances qui veulent acheter, qui ont besoin d'une expertise bancaire. Ouais. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Est-ce qu'il faut être agréé? Est-ce qu'il faut être reconnu par la banque, même si tu es expert? Parce que je prends l'exemple ici de nous en tant qu'agents immobiliers. Nous ne sommes pas des experts immobiliers. Alors, on a une expertise, on Si. a la valeur du Ouais. terrain. Enfin, oui, Dans mais ton pas domaine, tu es expert. Oui, dans mon domaine, je suis expert, mais pas comme toi, entre Au guillemets, sens pour propre, dissocier ouais. le sens propre du terme. Notre expertise n'a aucune valeur pour la banque. Pour une succession, par exemple, c'est tout à fait valable pour un notaire. Mais si demain, quelqu'un a besoin d'un crédit auprès de la banque, mon expertise ne vaudra pas. A priori, non, parce que la banque a une liste d'experts avec laquelle elle travaille et donc elle s'est limitée à cette liste-là. C'est un peu un cas de figure particulier parce que les experts sont soumis à une espèce de pression pour les banques. Ils doivent visiter beaucoup de biens, ils ont un délai très court pour rendre leur rapport. Les honoraires ne sont pas à la hauteur de la prestation. Je trouve que les prestations sont nettement inférieures au travail qui est presté par l'expert. Donc, à moins d'en faire beaucoup, ce n'est pas un boulot qui est rentable, parce qu'il y a toujours une question de rentabilité derrière. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi de ne pas être sur la liste des experts bancaires. J'allais te demander Ouais. comment c'est la banque qui a des affinités, c'est toi qui peux proposer. Alors, j'ai un peu menti. J'ai, dans le passé, tenté de rentrer sur certaines listes. Quand j'ai vu les limitations, les délais, les honoraires, etc., je me suis dit, waouh, ça fait quand même beaucoup de contraintes pour faire un job qui finalement ne va pas entrer dans mon protocole de job Mhm. habituel. C'est-à-dire que je vais devoir faire du travail un peu plus vite fait. Mais tu pourrais combiner les deux, l'expertise sûr. bancaire plus la tienne. Bien C'est juste sûr. que c'est au détriment des expertises que tu ferais toi. Mais c'est-à-dire que oui, je me suis focalisé sur les évaluations en direct avec le client. Elles sont prestées et honorées en termes de factures différemment. Mais je peux être vraiment à fond dans mon dossier. Quoi. Je fais un beau travail. Je me sens bien avec le rapport que je vais livrer. Tu vois. C'est différent. Mais je pense qu'on va dans une ère où, malheureusement, avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de banques qui ne font plus appel à des experts bancaires, qui travaillent avec des logiciels en ligne. C'est pas si mal que ça, finalement, pour les petits biens. Il y aura toujours des experts pour les biens particuliers ou quand il y a des remembrements, des démembrements, des choses un peu particulières dans des rachats-ventes. Mais tout va évoluer encore. Je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Tu parles justement de démembrement ou contexte un peu plus compliqué. Parfois, quand tu as soit une grosse villa ou dans un quartier ou une rue bien précise où tu calcules pas un prix en mètre carré, ou typiquement des immeubles de rapport. Est-ce que pour les personnes qui veulent investir ou acheter des immeubles de rapport, là, tu as des conseils par rapport à ça? Parce que nous aussi, des fois, tu as des appartements qui sont vides, qui sont loués, plus cher, pas cher, en bon état. Comment toi, tu aborderais, là, je te parle vraiment en tant que Fred, l'humain avec ton œil d'expert, si tu devais acheter un immeuble de rapport, à quoi tu ferais attention? Dans l'immédiat, au premier abord, au loyer en cours. Ok. Est-ce qu'elle est beau?
Est-ce que c'est loué? Oui, non. À combien? Pour déjà faire ton premier calcul de rentabilité. Et ensuite, tu verras un petit peu l'état général, forcément. Ça en découlera. Et si c'est reconnu aussi. Et j'y venais. Est-ce que les appartements sont reconnus comme appartements? Est-ce que c'est un immeuble de rapport? Est-ce que c'est pas une maison unifamiliale qui a été bidouillée? Ça change tout. Ça change tout. Tu fais ça dans le cadre des expertises? Est-ce que par exemple, si on te dit, j'ai un immeuble de rapport de 4 unités à évaluer, toi, tu te bases de bonne foi, hein, sur ça. Est-ce que Ouais. tu as une obligation de travail de recherche? Est-ce que tu te dis, Non, je le fais pas. Et en général, les gens le font eux-mêmes. Ou le notaire le fait, ou l'architecte qui va faire les travaux le fait. non, mais parce que ça peut changer toute la valorisation. Imagine, quelqu'un te retombe dessus en disant, ben voilà, en fait, C'est vrai. Mais je mets une réserve dans les rapports, je suis obligé. Parce ok, que si je dois... t'es protégé ou... Oui, oui, après, bon, on a des assurances, mais si je dois cavaler à l'urbanisme, au cadastre pour chaque Non, non, mais rapport, c'est pas faisable. pas C'est pour ça que je te possible. demandais un petit peu quelle est la responsabilité de On chacun. part, on part sur une bonne foi. Ok. On part sur des éléments, voilà, il y a combien de compteurs en cave, il y a combien d'appartements. Est-ce que tu as un appartement en cave avec une fenêtre, c'est une meurtrière, tu vois pas au travers, tu dis que ça c'est déjà pas réglo, c'est pas réglo quoi. Donc ça tu l'as fait sauter dans ton éval, tu dis que ce sont des caves, même si on te dit oui mais j'ai tout repeint, j'ai tout refait, c'est loué depuis 3 ans, oui mais... Non, parce que nous aussi, de bonne foi, on va toujours un peu creuser. Parfois, ça pourrait être embêtant pour des clients en disant, mais qu'est-ce qu'ils me veulent? Mais c'est pour éviter les problèmes par après. Quand Et t'as un bien... tu vas au cadastre et tu vas à l'urbanisme. Ouais, on fait ça, sauf si on a les informations. On demande, en fait, c'est un peu le service que nous, on veut proposer. C'est un service 360 degrés où, en fait, on a toutes les personnes qui peuvent nous aider, que ce soit un architecte pour évaluer en se disant, bah là, pour moi, il n'y a pas d'infraction, mais je vois une petite irrégularité. Il faudrait peut-être juste simplement refaire les plans auprès de la commune, hein, mais pour que tout soit en règle, ou en tout cas, que vous soyez au courant. Le jour où un acheteur va acheter le bien, il va peut-être soulever ça. D'accord. Et donc, vous devez être conscient que les gens vont peut-être négocier parce qu'il y a un truc qui n'est pas OK, qui n'existait pas à l'époque, dont vous n'étiez pas conscient. Donc, il y a des propriétaires, sûr. parfois, ils ont une maison depuis 40 ans, les renseignements urbanistiques n'existaient pas. Mais donc, nous, on est là aussi, en tant qu'experts, comme tu dis, chacun son métier, pour les conseiller au mieux, pour éviter les problèmes. Après, eux sont maîtres de leur destin et de choisir si parfois ils vendent comme ça ou s'ils font les petits travaux régularisation nécessaires pour que ce soit OK le jour J. Ça dépend aussi de ta clientèle. Parfois, on a des clients expatriés, tu vois, qui sont beaucoup plus frileux ou de bonne foi, hein, mais qui sont bien ou mal conseillés via des amis, via des gens de la commission ou autres, et ils vont parfois pas acheter un bien parce qu'il y a une bêtise dans les renseignements urbanistiques ou quelque chose qui leur fait Et peur. donc ça t'a permis de lever un lièvre et de dire de sauver le truc. Mais vous avez une lourde responsabilité, hein, les agents En tant immobiliers. qu'agent, ouais. C'est de plus en plus, je vois que le métier a évolué en 25 ans. Je vois les agents qui arrêtent de travailler en tant qu'agent immobilier tellement c'est devenu lourd. C'est pour ça que je suis dans le marketing maintenant. Voilà. Non, mais c'est pour ça que je te demandais, C'est toi, vrai. où s'arrête ta responsabilité par rapport à ça, parce que nous, beaucoup de choses peuvent nous retomber dessus. Disons qu'on a une mission de conseil. On donne aux gens la valeur qu'on pense être la meilleure valeur et on demande aux gens de prendre les démarches après urbanistiques, voir si c'est sûr qu'avec l'agent immobilier que ce soit OK. Mais là où il y a une grande différence, c'est que le titre d'agent immobilier est protégé et reconnu, le titre d'expert ne l'est pas. Ouais. Donc malheureusement, il y a des batailles depuis des années de chambres professionnelles qui essaient de faire reconnaître tel ou tel métier d'expert. Ça aboutit toujours à rien pour l'instant. Et donc demain, je peux être expert immobilier. Bien sûr, y a mais, pas de, mais tu es expert d'accès immobilier. à la... Oui, Tu moi, es je le expert suis, c'est vrai, immobilier mais quelque part. il n'y a pas d'accès à la profession, quoi que Non, ce soit, malheureusement. ou des examens, ou des choses qui régissent un C'est peu pour ça tout que je pense qu'il faut limiter son champ d'action en tant qu'expert. Moi, je me limite à 2, 3 ou 4 pôles de compétences. Mhm. Et si on m'appelle pour un autre, je dirais, je ne suis pas compétent pour ce pôle-là, je vous oriente vers un autre. Parce que dire que tu peux tout faire, bah, ça veut dire que tu fais les choses à moitié, en fait. Comment choisir un bon expert, Fred? C'est un peu difficile, mais comment, en tant que client lambda, tu te dis, je vais m'adresser à un expert? Est-ce qu'il y a un endroit? Est-ce que c'est un peu ta bonne foi? Tu cherches sur Google, c'est du bouche à oreille? Oui, il y a beaucoup de visibilité sur les réseaux et sur le web, mais je pense que le bouche à oreille fait beaucoup les choses. Et dans le mot expert, il y a le mot expérience et vice-versa. Savoir un petit peu. Mais je pense qu'il faut aller vers quelqu'un qui est souple, flexible, humain et pas qui se la raconte pas. Ça sert à rien de faire venir un gars chez toi, et je parle de mes confrères, hein, qui serait hautain, souverain en son état, totalement dictateur et qui fait les choses un petit peu à sa mode, sans prendre l'écoute des gens qui sont là autour de lui, parce qu'on n'est pas là pour créer un conflit, on est là pour éviter d'aller au conflit. Donc prends quelqu'un qui a une dimension humaine, un regard humain, dans une carcasse technique, avec le regard technique, précis, analytique, mais avec un peu de souplesse, quoi. Non, c'est important ce que tu dis. Après, il faut se fier un peu à son instinct, mais Toujours, c'est malheureusement. pour ça que je te recommande aussi, parce que nous, on essaie de s'entourer des personnes en qui on a confiance de un et qui ont les qualités requises aussi pour faire pour exceller. Chacun les entre guillemets très bons dans leur domaine, mais il y a une dimension humaine qui est super importante. Comme je le disais, c'est des périodes de vie, c'est pas toujours des moments agréables.
Et je me rappelle, j'ai une amie qui m'avait sollicité, enfin qui m'a recontacté, pardon, suite à ton passage. Elle m'a Ah oui? dit: «Ah ouais, mais en fait», bon, elle avait pas l'habitude de voir des experts, mais elle m'a dit: «En fait, Fred, indépendamment de son expertise, il a remarqué des choses. Il a vraiment regardé, tout dans les détails. Non, Il a c'est pas chouette. juste fait son boulot, entre guillemets. Il est pas juste arrivé en mode: "OK, ouais, je fais le détail", mais il y avait une poignée de porte ou de garage ou un truc comme Je ça. pense que je vois de qui tu Ouais. parles. Ouais, je vois de qui tu parles. Et c'est con, mais moi, j'étais ravi de me dire: «Bah, en fait, l'expérience parce que j'y gagne rien», tu vois? Ouais, mais d'ailleurs, cette Mais personne m'a rappelé par la suite pour un autre dossier, tu vois? mais voilà. Donc ça, c'est une petite victoire. Et c'est comme dans l'immobilier, hein, surtout dans la location où toi, s'il y a des états des lieux et une sorte de récurrence, je pense que quand tu fais bien ton boulot, que les gens sont contents de Toujours. toi, bah, en tout cas, ils Ce vont qu'il y a revenir, ils ouais, vont te rappeler, effectivement et ce qu'il faut éviter, c'est de créer je te disais, de créer une tension parce que, par exemple, une sortie locative, c'est tendu parfois. Les locataires sont stressés, ils sont en panique, ils ont peur de pas récupérer leur garantie, ils ont peur d'être jugés. Donc en fait, viens avec de la rondeur, de la souplesse, de la gentillesse, en leur disant: «Voilà, moi je suis là pour faire un constat factuel. Vous avez cassé quelque chose, on en discute. On trouve un consensus. Il y aura pas de jugement derrière tout ça». Vraiment. Mmh. Heu et c'est là que certains experts se trompent. Ils arrivent avec leurs attachés-caisses, leurs costumes tirés à 4 épingles et ils sont très, très autoritaires. Fausse route. Tu te plantes, tu te plantes. C'est bon à savoir pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, Et alors, je dis aussi un truc, c'est que moi, je peux faire, une sortie locative avec 0 € de dégâts comme 20 000, hein. C'est le même job. C'est le même job, donc j'ai eu des dossiers dernièrement avec 30, 40, 70 000 € de dégâts et j'en ai beaucoup avec 0 ou 200. Donc en fait, c'est la même approche. c'est quoi les dégâts justement? Tu me parles des montants, gigantesques, enfin pour le commun des mortels, quand tu parles de des fois 10, 15, 20 000 €. Qu'est-ce que les gens ont fait, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ils ont Bon, ils tout est proportionnel à la taille de la maison en général, parce C'est que sûr, plus c'est grand, plus c'est cher, c'est sûr. plus, tu as de pièces à visiter. La dernière en date, on était un peu moins de 40 000 à 80 000 € de dégâts, mais c'est une maison de 1 000 m². Et Ça va vite. typiquement, les locataires avaient pas bien nettoyé, il y avait des centaines de mètres carrés de terrasse, noire de mousse qu'il fallait nettoyer. Il y avait surtout dans chaque pièce des points lumineux en applique sur les murs qui avaient été condamnés. Ils avaient arraché les fils, ils avaient rebouché toutes les Donc c'est même pas entre guillemets qu'ils avaient saccagé la maison, mais dans une maison de 1 000 m², où tu as tous des petits détails comme mais ça ils avaient cumulés. aménagé à leur mode et donc ils avaient tiré des nouvelles lignes électriques dans les plafonds, mais en éclatant le plafond pour faire pendre un lustre, Et c'est des locataires qui «s'en foutent» entre guillemets en se disant: «Ben voilà, ils savent qu'ils ont un capital, qu'ils payeront», ou ils se rendent pas compte? non, là, en l'occurrence, je pense qu'ils jouaient un peu leur immunité, pour pas dire, laquelle, et du coup, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Mais vraiment, ça a été le carnage. Est-ce que, petit conseil pour, les gens qui nous regardent, qui doivent Mmh. bientôt quitter leur appart ou leur maison, Ouais. est-ce qu'il y a des petites choses que tu peux faire pour éviter de payer trop d'indemnités ou de ne pas récupérer ta garantie locative? Des fois, on dit: «C'est con, mais mettre du vinaigre au-dessus des robinets, Bah, ouais, pour non, le mais calcaire», attends, des mais choses comme ça, quoi. Donne-nous tous tes conseils et astuces. bah, déjà, tu fais, tous les entretiens des appareils, sanitaires que tu dois faire, donc chaudière, adoucisseur d'eau, alarme, tu regroupes toutes tes factures. Ouais. Tu les donnes en amont au propriétaire, comme ça il les a déjà. Tu nettoies ton appartement comme si c'était le concours de ta vie. Tu passes à top chef du cleaning. Tu dois être le meilleur dans ce cas de figure. Tu fais tout. Parce que ça va te faire gagner beaucoup Mais tu d'argent au vas, mais tu final. vas te surprendre à quel point tu vas devoir aller là où tu pensais pas devoir aller. Et en fait, tu gagnes tout le sourire de la propriétaire ou du propriétaire. L'expert, il voit ça, il fait waouh. Du coup, on est beaucoup plus souple. Mmh. On arrondit plus les choses que quand c'est crado. Bah, c'est Ah, mort. c'est clair. Mais là, c'est Pour tout le fini. monde, quoi. Ah mais oui, quand c'est sale et qu'il y a un manque de respect, je vois pas 2 experts qui vont se comporter, différemment. On va tous être, on va massacrer le locataire parce que si c'est dégueulasse et que c'est pas entretenu, que c'est pas soigné, il y a 0 respect. Comment tu veux que le propriétaire soit respectueux? Et nous, on est sur la ligne. Mais on va être sur la ligne, mais vraiment, on va rien laisser passer, quoi. Ouais. Et Dommage. bon, je le connais bien, mais ceux qui sont novices, dans l'immobilier, dans la location ou ceux qui louent, ça se passe comment le process? Une fois que toi, tu as fait le rapport, l'état des lieux de sortie, Mmh. ils doivent signer ce document, Ouais. le remettre auprès de la banque pour libérer la garantie locative. Ouais, Tu c'est sais ça. juste expliquer en 2 mots comment ça se passe, pour quelqu'un qui se dit: «OK, je veux récupérer mon argent, qu'est-ce que je dois faire?» Lors de la sortie, on fait la visite des lieux, on fait le relevé des dégâts s'il y en a, on les expose aux parties, on les chiffre, Mmh. on écoute les doléances des gens, on essaie de trouver un accord, on signe un procès-verbal de sortie locative qui libère les lieux, dans lequel on remet la remise des clés, les compteurs, le montant du dégât, les adresses de référence des parties. Tout le monde signe. Et puis on fournit ce document aux parties et ils vont dans leur organisme bancaire pour libérer la garantie avec les documents de la banque, hein, les formulaires de banque ou autres. Mais ça, c'est vraiment la preuve que les lieux sont libérés, en tout cas. Mmh. C'est pas pour solde de tout compte. S'il y a des loyers en retard, des charges, ça reste ouvert. Mais en termes de dégâts
et de lieux libérés, c'est OK. Donc tu peux relouer ton bien, tu peux le mettre en location. Bah ouais, moi j'ai un de mes associés qui avait justement une cliente, une propriétaire, qui avait pris rendez-vous pour un état des lieux, mais vraiment il fallait la convaincre. Tu vois, donc Ah ouais, c'est vrai? c'est déjà mauvais en se disant, on parlait de, je crois, 150 euros, Ah 200 ouais? euros, Bah quoi. écoute, bah oui, il faut Et tout, hein. elle se disait, bah non, c'est pas indispensable, mais elle avait pris le rendez-vous, je crois, la veille, elle annule. Elle dit, ouais, non, c'est bon, je vais le faire moi-même. Vraiment, hein, 2 ou 3 mois après, elle appelle, le locataire avait changé la serrure, le barillet. Ah ouh. Elle appelle donc mon associé, Olivier, et elle lui dit, mais qu'est-ce que je fais? Olivier fait, bah, vous avez annulé l'état des lieux, mais vous en avez fait un entre parties, quoi. Non. Elle avait rien. Elle Allez. était foutue. Elle sait rien faire. Elle sait pas prouver que. Après, je sais pas jusqu'où ça a été, mais donc voilà, pour souligner vraiment l'importance de. Mais là, le danger, c'est que le lieu enfin, l'état dans lequel ton bien sera remis par le locataire, Ouais. sans état des lieux, c'est le bien dans lequel il est censé l'avoir reçu. Et comment tu fais alors quand il y a Bah pas donc, s'il a d'état tout des lieux? explosé et qu'il remet son bien explosé, en fait, il va dire bah, je l'ai reçu comme ça. Tu peux fournir des photos. T'imagines, ça se perd dans un incendie, tu perds un état des lieux de Tous les bonne moyens de foi. preuve sont bons. Donc, Ok. en fait, mais c'est discutable en justice. C'est-à-dire que par contre, tu peux sortir des factures d'entreprises qui ont rénové le bien. Ouais. Ça, c'est nickel. Ouais. Avec un cahier de charge, avec des photos, d'une réception provisoire, des choses comme ça, tu vois, ou des photos d'une agence Ouais, immobilière. toutes des preuves, des factures, comme nous, dans l'immobilier, on appelle ça le DU, Ouais, dossier voilà. d'intervention Mais les ultérieure. photos de l'agence Ouais. qui aurait commercialisé le bien sont importantes parce qu'on pourrait prouver. Après, c'est un long travail parce qu'il y aura toujours des avocats et l'avocat du locataire dira ouais, mais il n'y a pas l'état des lieux, blablabla. Blablabla. Fred, pour terminer un peu et ponctuer là-dessus, parce que je sais que ça intéresse beaucoup les gens de savoir un peu combien ça coûte, les chiffres. Waouh. Est-ce que tu sais nous résumer? Je sais que c'est un ordre de grandeur, parce que si tu évalues un studio, ou tu fais l'état des lieux d'un studio ou d'une maison de 1000 mètres carrés, c'est pas les mêmes prix. Mais plus ou moins pour les états des lieux, les réceptions provisoires et Ok. voir un peu voilà, les prix, C'est un le nerf expert. c'est le nerf de la guerre. Ouais, c'est le nerf de la Il guerre, mais faut c'est en important. parler. Mais comme ça, vous savez, mais potentiellement tout l'argent que vous allez Moi, gagner. j'ai choisi derrière. déjà à ce propos-là de publier mes tarifs sur mon site, donc comme ça c'est transparent. En tarif forfaitaire, par exemple, pour un appartement 2 chambres, on va être sur 370 € TVAC à répartir entre les Entre parties. les deux parties. Ouais. Que l'appartement fasse 60 ou 100 mètres carrés, un 2 chambres, pour moi c'est le même prix. Une maison, par contre, c'est plus grand. Tu as souvent 2 ou 4 façades, des Façon en étages, des extérieur jardins. plus- Ouais. La plus petite des maisons, on va être sur 400, 450 à répartir, plus petite. Après, ça monte très vite. Et puis après, tu as les biens d'exception où tu vas être en plusieurs milliers d'euros parce que, oui, tu passes des heures, voire des jours entiers à Ouais, il faut pas écrire. minimiser le travail. Prendre le temps sur place. Ouais. Même s'il y a l'IA, qu'il y a plein d'outils, etc., que tu peux optimiser un peu le travail comme nous, Non, c'est ça sûr. reste du boulot où tu dois être attentif à tout. Et ça, Bien personne sûr. ne peut le faire à ta place. Et la maison en question dont je te parle, j'avais fait l'état des lieux entrée et je suis resté 1 jour et demi. Tellement c'est grand. Il y avait un étage réservé à un wellness. Donc, t'imagines un petit peu le. Et pendant ce temps-là, tu peux pas faire d'autres expertises. Bien donc, sûr. tout est lié. Voilà. Donc, tout est lié. Après, voilà, pour une réception provisoire, ça tourne aux alentours des 300, 350 € en fonction du type de bien. Une évaluation, on tourne entre 360 et 450 € en fonction d'un appartement, d'une maison. Ouais, et après, si c'est du commerce, de l'entreprise, des biens de prestige, c'est sur devis. Ouais. Non, mais c'est bien, merci. C'était pour avoir un ordre de grandeur. Pour, Et puis, les prix ne sont pas fixes. Hein. On arrive toujours à trouver un consensus, quoi. Ça dépend du nombre de biens que tu vas proposer à l'expert aussi. Si Hein. tu as un gros propriétaire qui te dit écoute, je te mets tous mes J'ai 10 biens apparts chez toi. à faire en état des lieux avant la fin de l'année. Tu me fais une offre. Bah, Ouais. c'est du commerce. Donc, oui, tu fais une offre. Ok. C'est normal. Hein. Fred, je voulais quand même te le demander. C'est quoi ton expérience la plus trash, la plus gore ou celle que tu oublieras jamais pour un état des lieux? Ouais, j'y reviens. Dans un immeuble XL social, on va pour faire l'état des lieux de sortie et on se rend compte en arrivant aux étages qu'il y a une odeur très présente dans les couloirs. C'était l'été, il faisait caniculaire. Et la propriétaire me dit ah, ça sent fort quand même, les poubelles. Je dis ah, c'est pas trop les poubelles, je pense. Et puis arrivé devant le palier, on veut ouvrir la porte et elle me dit bah, la clé est cassée dans la serrure. Puis elle arrive un petit peu à pousser la porte, mais ça coinçait en fait. Et donc le locataire était mort. Ouais. Et quoi rester sur place, appeler les polices, tout le reste Bah, on a refermé, oui, c'est police, pompe funèbre, tout le bazar. Mais c'était malheureusement un gars en décrochage, quoi. Ça c'est. Ouais, pas drôle. Mais déjà, l'odeur, ça trompe pas. Hein. Non, c'est clair. Oh. 2 biens au même prix. Comment tu choisis? Location first. Je regarde d'abord l'endroit. Ah, ça c'est la phrase cliché d'agent immobilier Bah d'expert, ouais, mais c'est vrai. Je suis désolé. Je te dis, l'endroit, tu peux pas le changer. Si l'endroit est mieux, tu peux encore après améliorer un peu ton bien. Ouais, donc la localisation, que Bien ce sûr. soit pour la location ou pour toi. Toujours. Ah, et même pour toi, en fait, j'allais dire, si c'est la location, tu vas plus louer, mais si c'est pour toi, tu as une valeur de convenance et tu C'est as la envie phrase d'être à clé de l'endroit. l'immobilier, où tu vas location first, toujours. Ok. Quoi. Donc n'oubliez pas, s'il vous plaît, quand vous achetez un Regardez bien, bien le quartier. regardez le quartier, la La rue. localisation, que ça vous plaise. Si c'est pour y vivre,
Il y a une valeur de convenance qui est propre à vous, mais elle est importante. Si c'est pour louer, la localisation est super importante Toujours. également. Voilà. Est-ce qu'un propriétaire t'a déjà pris un peu entre nous pour un con Ouais. Ouais, c'est déjà arrivé, mais le truc typique, c'est quand il te dit ouais, j'ai tout rénové avant la location. Et tu regardes, tu te dis mais ouais, est-ce que je lui dis que ça a été mal fait ou... Mais tu lui poses la question adroitement, ok, mais vous avez payé un entrepreneur pour ça? Non, non, je l'ai fait moi-même. Et là, tu comprends qu'en fait, tu peux pas le juger parce que ça devient un peu. Mais t'as des gens qui sont touchy. quand même convaincus qu'ils ont bien fait ça, non? Ah oui. C'est ça le pire. Du coup, toi, tu décris les choses dans ton état des lieux et tu fais état de tous les manquements de la réno. Et quand il lit le dossier, il est pas content, quoi. Bon, le résumé, c'est bien s'entourer. Ouais, toujours. Voilà. Trop bien. Ça Fred, va un grand merci Je t'en prie. pour tous tes conseils, pour le temps que tu m'as consacré. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si jamais vous voulez un sujet à mettre sur la table dans le prochain épisode, mettez-nous en commentaire ce qui vous intéresse. On va essayer de vous donner un maximum de valeur sur l'immobilier. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans le prochain épisode. Next door.